Et bienvenue à tous sur ma chaîne Cinémagique pour le deuxième bilan de ma chaîne, celui de 2018. Alors j'ai revu rapidement celle de 2017 et j'avais réussi à synthétiser le tout en moins de 10 minutes. Mais ici je vais parler de plus de films et en profiter pour étayer un peu quelques propos. Les films dont je vais parler ne sont pas forcément les meilleurs, certains peuvent avoir des problèmes techniques, visuels, mais j'ai envie de dire, et alors ? Tout comme les gens qu'on apprécie le plus, ce ne sont pas forcément les plus beaux, les plus forts, les meilleurs. On apprécie des films pour tout un tas de raisons. Depuis quand doit-on aimer ou non les choses sur l'aspect extérieur ou technique ? Alors, c'est parti. Il n'y a pas d'ordre ou de classement particulier, mais allez savoir. Selon certaines personnes, le hasard n'existe pas. Alors on commence avec deux films français, En guerre et Les Chatouilles. Le film En guerre, malgré un sujet qui fait mouche avec l'actualité, des situations qui peuvent échauffer les esprits et mener aux violences, le film est vachement bien traité. Séquencé étape par étape dans un calme Olympia, où chaque partie, chaque idée est exprimée de manière claire et honnête. Les dialogues sont pertinents et on prend le temps de peser le poids des mots que l'on choisit, pour que le spectateur y participe. Il y a beaucoup de force et d'énergie dans ce quasi-documentaire à la justesse folle, et l'on se demande jusqu'au bout ce qu'il adviendra de cette lutte acharnée. Et un film qui m'a particulièrement plu et touché, Les Chatouilles. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est cette impossibilité à communiquer. On peut le voir avec le prof de danse qui interprète ce qu'elle fait sans lui laisser le temps de l'expliquer. Ou à répétition avec sa mère qui surinvestit constamment les faits et gestes de sa fille sans lui laisser le soin d'avoir sa propre personnalité. Elle s'empare de ce qu'elle dit pour le tourner comme elle le comprend elle. Alors autant pendant la séance on peut la trouver vraiment horrible, autant je trouve que son personnage est tout aussi fascinant que sa fille, et vraiment très bien incarné par l'actrice. Avec elle on perçoit le jeu des apparences, du refus à voir ou se confronter à des situations douloureuses, mais également la responsabilité et la culpabilité de chacun. Et la manière dont on termine ce personnage ne peut pas être plus lucide que ça. Il y a également les séances chez le psy qui sont grandioses et d'une parfaite justesse dans son déroulement. On jongle entre passé et présent par des scènes de transition de grande finesse. Pour le coup, on sent vraiment que c'est du vécu fait par expérience. Tout comme le symbolisme d'Odette et le lac des cygnes, utilisant la danse comme instrument émotionnel à la fois pour se réapproprier son corps et se libérer. C'est un long voyage régressif et introspectif du côté sombre de l'individu, pour retrouver la petite fille en elle et retrouver sa condition d'origine pour enfin fleurir et s'épanouir. Ce film est vraiment fait avec le cœur, avec les tripes. Il retrace magnifiquement bien son drame, à l'image de son titre, Les Chatouilles. C'est un film qui peut véritablement bouleverser ceux qui l'ont vécu, tout comme les aider, en leur donnant dans le meilleur des cas la force et le courage de révéler et partager leur traumatisme. Ensuite, nous avons deux films espagnols, No Dormirás et Le Secret des Marrowbone. No Dormirás est un film où l'on y mêle la folie, l'art, la mise en scène, le travail de l'acteur et la thérapie sur un même processus, utilisant les émotions comme source de vie et de mouvement, comme fil d'Ariane dans cette longue plongée dans les abysses du mensonge et des illusions pour y dénicher une forme de vérité, où la réalité, la fiction, l'imagination et l'interprétation ne font qu'un. J'ai adoré cette forme de possession comme un rituel d'invocation par la mise en scène théâtrale. Cette façon de jouer avec la destruction et la folie pour y construire et nourrir l'art qu'en se laissant posséder. C'est incarner complètement un rôle, le sublimer et le transcender au point de ne plus savoir qui est qui. C'est à partir du fond des choses que toutes les formes créatives vont naître. C'est se perdre pour être. On a également le sous-texte du traumatisme qui joue sur la répétition, comme l'histoire, le théâtre ou le cinéma jouent eux-mêmes sur la répétition de l'histoire, d'un scénario identique en la mettant en scène. Il y a de la tragédie grecque, la notion du héros, des dialogues à double, voire triple sens. En fait, ce film joue sur tellement d'aspects qui se superposent les uns dans les autres que c'est assez dingue. Quant au deuxième film, c'est une fable horrifique et onirique, où l'on joue constamment sur l'ombre et la lumière, les jeux de miroir, de reflets, de l'espoir et de retours plus torturés. Les plans du film sont soignés, et tous en demi-teinte, touchants et inquiétants, comme la narration et la construction du film qui nous plonge dans une histoire des plus intimes et inattendues. Tous les personnages sont intéressants, et représentent tous quelque chose, comme les pièces d'un même puzzle, d'une même maison qui constituent les membres d'une famille. Le tour de force est de suivre une histoire qui est illustrée, figurée par l'un des personnages, mais lue par un autre, jouant sur différents points de vue. Le film peut être perçu de différentes manières, aussi bien concrètes qu'allégoriques. Beaucoup de créations et d'émotions parcourent cette histoire des plus marquantes et bouleversantes. Et d'un petit film qui ne paie pas de mine, on ressort avec un grand coup de cœur. Et le prochain film est Seule la vie,
Un très joli film sur la vie que l'on suit à travers différentes générations et qui se retrouvent plus ou moins liées entre elles à travers une chaîne relationnelle inattendue, à la fois aléatoire et destinée. On passe à travers la campagne, la ville, différentes langues. Il y a beaucoup d'émotions mais aussi de réflexion, la vie étant le grand narrateur du film. Le point fort, c'est vraiment la multiplicité des points de vue qui s'expriment sur un même événement. Comme si on écrivait une histoire, la nôtre, incluant différents personnages qui eux-mêmes étaient en train d'écrire la leur, jonglant sur une lecture, puis une relecture, puis une interprétation du récit. Le film peut presque être vu comme une création artistique, un essai littéraire, où l'on interrogerait la véracité et la fiabilité d'une réalité qui passe toujours à travers une histoire que l'on raconte, que l'on se raconte, une fiction. On interroge l'auteur d'un récit, d'une histoire, en la mélangeant à la narration même de la vie, tout en intégrant le réalisateur et l'histoire qu'il nous raconte, les choix que l'on fait et qui conduit ou fabrique le malheur et le bonheur. À la fois acteur et réalisateur de sa propre vie, c'est montrer que les chemins qu'emprunte le cours du temps sont parfois insondables, imprévisibles, menant vers un sens qui nous dépasse. Le prochain est un film japonais, Vers la lumière. Voilà l'un des tout premiers films que j'ai vu en 2018, une séance partagée avec une personne qui m'est chère et dont la thématique nous faisait complètement écho. C'est un film sur les liens, la disparition de ce qui nous est le plus cher, le plus précieux, et la rencontre, la romance de deux ombres qui vont s'alimenter l'un l'autre pour retrouver ou accepter ce qui est voué à s'éteindre. Deux personnages qui perdent une partie de leur monde, des parents pour l'un et le sens de la vue pour l'autre. Le personnage est photographe, ce qui rend très dur et amer son destin, mais hautement symbolique, puisque c'est un homme brisé, qui ne voit plus, ne perçoit plus le monde comme avant. On joue beaucoup sur les regards, les yeux noirs mais emplis d'espoir, sur la photographie construit telle la course du soleil qui doucement approche du crépuscule. C'est une lutte à travers l'imaginaire, fait de détails, de petites choses du quotidien, de souvenirs auxquels on s'accroche, auxquels on se réfère, devenant la lumière dans cette tourmente solitaire. Naomi Kawase nous livre un film avec beaucoup de tendresse et de délicatesse. C'est fait de beauté, de simplicité, de poésie, de mélancolie, construit autour de cette idée du bonheur que l'on vit et de l'artiste qui cherche à l'immortaliser. C'est la nature vers laquelle on revient toujours, mystérieuse, sublime et fascinante. Le prochain film, c'est La forme de l'eau. Mais il y a quelque chose qui m'a gêné dans ce film, et ça n'a rien à voir avec Jean-Pierre Jeunet ou les reprises de plans ou d'idées qui pour moi n'ont aucun rapport avec la qualité d'un film, mais pas complètement convaincu, ce qui ne m'empêchera pas d'en parler. En fait, j'ai trouvé que le film avait juste été cadré pour aller à Cannes. Des sujets d'actualité, délicats et tabous, une brochette de personnages avec tous un défaut pour la société, délaissés, rejetés et inconsidérés à l'image du méchant Michael Shannon de grande interprétation. Le film est temporalisé à une époque précise pour montrer que les choses ne changent jamais vraiment. Tout reste en surface dans de faux semblants. C'est aussi le genre de film que beaucoup apprécieront pour le message, mais qu'ils auront pourtant bien du mal à mettre en pratique. Car en vrai, on n'aime pas le changement. Il suffit de voir les réactions sur des remakes, des reboots, des suites. Il y a une forme d'hypocrisie. Pourtant, qu'on aime ou pas, ça ne change en rien que la différence est omniprésente et qu'elle engendre le changement qui lui-même est constant, tel le cycle de la nature, telle l'évolution de notre corps, telles les pensées de notre esprit. Le monde n'est fait que de différences, d'évolutions, de variations et de nuances. Rien n'est fixe comme l'eau et on a tendance à vouloir la saisir, la capturer pour la figer, telle une photographie dans la longue séquence de nos vies. C'est un film très personnel pour Del Toro. Il y a d'ailleurs pas mal d'anecdotes qu'il raconte de son passé, dont l'une avec de l'eau bénite que l'on pourrait associer à l'omniprésence de l'eau dans ce film. L'eau est la source de la vie, celle dont on provient, celle qui nous maintient en vie. C'est le mouvement permanent de l'existence qui fait écho en nous à travers nos sentiments, nos souvenirs, nos émotions. Ce sont des vibrations qui se propagent dans une forme de langage qui semble avoir disparu, ou n'a même jamais existé. Peut-être n'était-ce qu'un rêve, une illusion perceptible dans les formes de nos fantasmes. Comme tout ce jeu sur les couleurs, avec cette oscillation entre le bleu et le vert, la couleur étant elle-même une longueur d'onde, un univers de nos propres facultés ignorées, inexplorées, un océan riche et profond, autant pour nous qu'autour de nous. C'est aussi une force évocatrice à des films, à des mythes, le titre à lui seul est poétique et philosophique. L'ouverture est telle un conte, avec la musique qui nous emporte directement. C'est donner un sens magnifique à une histoire tragique. C'est un appel à ce qui nous lie d'un vaste royaume englouti, à notre humanité d'un idéal d'éternité, tel le rêve du roi Arthur. Et oui, on rigole d'Aquaman qui parle aux poissons, par contre ici, tout le monde est convaincu.
C'est un film qui va au-delà des apparences et du paraître pour trouver en chacun de nous notre propre forme de langage, celle de notre passion, celle de notre amour. C'est la croisée des chemins de ce que nous avons été, de ce que nous sommes et de ce que nous deviendrons, et qu'il suffit d'en prendre conscience, de le vouloir pour que se révèlent nos branchies et s'ouvrent les portes d'un nouveau monde. Le prochain film sera L'homme qui tua Don Quijote. J'ai adoré ce film. J'en profite pour dire que je trouve ça assez horrible la manière dont les gens traitent certains réalisateurs, avec peu de respect mais beaucoup de prétention. Le film est sincère, généreux et d'une richesse inouïe. Il foisonne d'idées, de concepts, de mise en abîme, d'humour, d'imagination, de situations décalées. C'est un film à l'intérieur d'un film, lui-même en tournage d'une œuvre littéraire, imaginée et interprétée. C'est délirant, fascinant et même émouvant. C'est un personnage qui est véritable, avec du cœur et des valeurs, évoluant dans un monde dont il ignore tout ce qui se passe en coulisses. Et ceux qui moquent Don Quichotte dans le film sont à l'image du spectateur qui moque certaines œuvres, ou qui moque ici en l'occurrence Gilliam et son film. Et pourtant, exactement comme le Truman Show, c'est sa forme d'ignorance, de sincérité qui le rend si unique et vrai, et qui font les héros, qui seront adulés par ces mêmes gens. C'est d'ailleurs aussi en ça que certains films sont si forts que les gens vont critiquer ce que le film lui-même critique à l'intérieur, comme si les gens se critiquaient eux-mêmes sans même le percevoir. Un sacré joli tour. C'est une lutte acharnée de la passion face au cynisme. Don Quichotte et Gilliam, bien que considérés comme fous, choisissent de continuer à rêver en se créant un monde à leur image. Gilliam transmet ses rêves et sa folie pour pouvoir changer les gens par le cinéma. C'est sa forme d'amour qu'il exprime au 7e art. Cette capacité à devenir qui l'on veut, qui l'on est derrière le voile des apparences d'une fiction. On comprend alors pourquoi dans les mythes et les légendes on retrouve toujours des archétypes, l'innocence, la pureté, le méchant assoiffé de pouvoir ou d'or, car c'est dépassé d'un autre temps, considéré comme banal et fictif, ou simplement de la folie. Il n'y a alors qu'à travers l'imaginaire et les récits qu'on peut continuer à véhiculer de telles valeurs. Le prochain film sera The Disaster Artist. Voilà un sacré bon film. James Franco a vraiment fait un travail d'appropriation et de transformation remarquable, racontant l'histoire d'un homme aux multiples défauts et probablement sans talent, mais qui cache derrière sa folle apparence un manque de confiance et un désir d'affection, ne cherchant qu'à être compris par les autres. Mais il est différent. Ce qui est fou, c'est que malgré un rejet certain à son égard, un tournage chaotique où se mêle l'aléatoire, l'imprévu défiant toute logique, Tommy Wiseau est parvenu à réaliser ce qu'il avait entrepris. C'est devenu une star, mais surtout, il a non seulement réalisé son rêve, mais transmis des émotions aux gens. Qui peut en dire autant ? The Room est un film personnel, fait avec les moyens du bord où le réalisateur nous livre sa pleine intimité, l'histoire de sa vie. Un film considéré comme un nanar, mais qui est sincère et véritable. Une belle leçon de persévérance et de courage, et malgré son tempérament, il en devient vraiment attachant. Et pour les prochains films, ce sera A Star is Born and Bohemian Rhapsody. Alors pour Bohemian, j'ai adoré la quête identitaire. Au début, on le voit de dos pour que l'on puisse bien sûr développer le personnage et le connaître au fur et à mesure, mais c'est surtout parce que lui-même ignore son identité, ne l'accepte pas, fuyant la réalité, tout en s'emprisonnant dans un huis clos morbide et malsain. Là où à la fin, il nous montre qui il est, il s'expose à nous et nous montre son identité. Il y a même cette idée du super-héros, de l'homme derrière l'artiste qui défile en costume, portant un masque, pour offrir au monde du plaisir, et de le réunir autour d'une idée qui transcende notre propre perception. Et quand on a été pris au jeu, le concert final est vraiment d'une grande puissance. On se soulève par la seule force et l'énergie de l'acteur. Une belle réussite. Quant au film de Bradley Cooper, c'est une histoire avant tout humaine, où il faut savoir dépasser l'image que l'on a de soi-même pour laisser parler la beauté qui se dissimule au plus profond de soi. Il y a une sorte d'équilibre entre les deux personnages. Pendant qu'une lumière tarit, une autre commence à s'élever. C'est un très beau film, très touchant. Il y a une phrase que j'ai adorée dans le film qui dit « La musique, ce sont 12 octaves qui se répètent et se reformulent à l'infini. Notre pouvoir, notre talent, est de pouvoir interpréter à notre façon cette octave. » On dirait un peu la phrase de Gandalf quand il parle du temps qui nous est imparti. Ce n'est pas grave que l'histoire se répète encore et encore, ou qu'on reformule constamment les choses, les musiques, les films. Ce qui compte, c'est l'étincelle que l'on fera briller dans le cœur des autres, l'identité que l'on transmettra à cette existence. Le prochain film, Les Frères Sisters.
Ce film m'a complètement séduit, de par son imagerie époustouflante, des scènes bien ficelées, bien pensées et avec des acteurs excellents. John C. Reilly ressort complètement de ce film. Audiard s'amuse à rendre imprévisible un récit que l'on croit connu et usé. Et l'on prend plaisir à suivre ses frères qui avancent conjointement depuis toujours, mais qui ont également leur propre structure narrative. Le relationnel entre les deux frères est une grande force dans le film, mais s'ajoutent à cela deux autres personnages tout aussi passionnants, à la fois cultivés et réfléchis, rêveurs et visionnaires, qui permettent de mélanger différentes allégories et diversifiant le genre de western avec des scènes proches de la fable ou de l'horreur. C'est une folle proposition, d'une collaboration où les mots détruire et construire sont frères, et où la nature et la culture sont sœurs, et que de suivre ce qu'il y a vers l'avant semble rejoindre ce qui est à l'arrière. C'est une balade qui retrace l'histoire de l'humanité, de ses débuts, de la naissance du feu en passant par les grandes cités, du barbare au civilisé, de la fatalité au fantasme utopique, jusqu'au retour aux origines. Les rêves basculent là où la cupidité rime avec humanité. Le film est à la fois glaçant, organique, émouvant et tragique. D'ailleurs, l'affiche du film résume à elle seule la vision d'un monde qui s'écroule avant même d'avoir été bâti. Ensuite, un film coréen, Battleship Island, qui est un immense film de guerre se déroulant sur l'île d'Ashima pendant la Seconde Guerre mondiale, où l'on exploitait entre autres les Coréens. Bien que les Japonais soient les antagonistes, ce film n'épargne absolument personne, ami comme ennemi, et n'a pas le moindre tabou. Le film grouille de personnages, de contexte et de sous-texte, difficile et rude par moments, mais toujours d'une très grande pertinence. Il y a des scènes et des images mémorables, avec une progression de la tension et du suspense conçue d'une main de maître. La séquence finale est juste monumentale et d'une intensité rarement atteinte. Ce film est une véritable hymne à la vie, à la survie, montrant la douleur d'un peuple dépossédé de son identité, passant de la condamnation à la privation, de la détermination à la libération. Le prochain film sera celui de Lars von Trier. Pas forcément le meilleur, bien que plus abordable d'une certaine façon. Ce qui est bien avec Lars, c'est qu'on ne peut pas échapper à cette forme de réalisme qui brise sans cesse le quatrième mur pour venir titiller le spectateur aux limites de sa morale et des conventions sociales. Quel que soit l'avis sur le film, ça ne changera en rien la réflexion de celui-ci, que l'on pourrait extraire et appliquer sur tellement d'autres œuvres fictionnelles, qui changeraient alors complètement la perception que l'on en aurait. C'est sûr que ce n'est pas le genre de cinéma qui met à l'aise, ou qu'on ressort de la salle comme si de rien n'était en se demandant ce qu'on allait manger ou faire maintenant. Il veut questionner, interroger, choquer, rendre mal à l'aise, et nous positionner également en tant que spectateurs, tout en mettant le plus profond de son être à l'intérieur. Il y a tout un concept sur la construction, la création technique et artistique. Jack crée des choses, mais se crée de lui-même, comme les œuvres d'un réalisateur, et l'œuvre qu'est le réalisateur lui-même. Est-ce un don de la nature passif, comme un agneau, ou existe-t-elle par ceux qui la façonnent, comme un tigre qui dévorerait le beau ? C'est une quête d'absolu, de retranscrire ce qui provient de l'au-delà, rendre témoin de l'insaisissable, fait d'horreur et d'amour, de philosophie et de divine comédie. Les conversations entre les personnages sont sublimes et nourries d'exemples ludiques qui nous fait participer à cette longue réflexion de plus de 2 heures. Lars von Trier interroge constamment la morale et la forme de tout art. Et d'art, il en est question dans le prochain film, sous une toute autre forme, The Greatest Showman. Il y a cette thématique similaire à la forme de l'eau où l'on retrouve les rejetés, les laissés pour compte, les bêtes de foire, les estropiés de la vie, qui montrent que chacun possède un talent et une identité propre, pouvant les mener au-devant de la scène. Les monstres ont toujours eu cette forme de vérité pour personnifier la manière dont les gens considèrent les autres. C'est un film qui fait du bien et véhicule de grandes valeurs, généreux et bienveillant. Il porte et transporte avec lui le spectateur dans son spectacle et ses chansons que l'on garde en tête. On a toujours l'impression d'être dans cette atmosphère à moitié fantastique et magique, comme hors du temps. Fait de manière simple et peut-être stéréotypée, on aurait probablement pu accentuer la gravité de la réalité et rendre le récit beaucoup plus sombre et tragique. Néanmoins, entre fiction et illusion, tel un tour de magie, il transforme le monstrueux en majestueux. Ce qu'il reste, ce qui émane d'une vie entière vouée au spectaculaire, est bel et bien le show, celui dans lequel on se lance corps et âme pour ne vivre que l'instant présent. C'est un joli spectacle avec des personnages touchants et attachants qui n'a d'autre but que de divertir et nous faire rêver. Un film à qui l'on pourra reprocher d'être simple, comme si le spectateur demandait du complexe et matière à réfléchir. Eh bien ça tombe bien, car le prochain film est Suspiria.
Voilà le genre de film qui en laissera plus d'un sur le carreau. C'est avec ce genre de film plus réflexif que l'on constate qu'il n'y a plus personne pour les accueillir. Alors que justement, on devrait être heureux de pouvoir se plonger dans une forme qui n'est pas accessible au premier abord. Alors Suspiria retrace une époque faite de noir et de blanc, où deux camps s'affrontent aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'école de danse où seules les femmes ont lieu d'être. C'est une lutte idéologique qui passe à travers le combat des corps, véritable réceptacle des tourmentes et souffrances qui habite et prend possession de l'individu, dans lequel on reste prisonnier, retraçant et répétant la même histoire dramatique, sans entendre les soupirs du renouveau. Une dualité entre ce qui est externe et interne, mais dont les processus et mécanismes sont les mêmes. Comme chez les alchimistes, tout ce qui se passe en haut est comme tout ce qui se passe en bas. Et dans son juste milieu, la force du présent, le rouge de l'action et de la passion, devenant incarnation et détermination d'une force transcendante. 3 sorcières, 3 temporalités, 3 lieux d'investigation psychologique. 3 personnages incarnés par une même personne. Le film dispose de scènes absolument époustouflantes. Non seulement elles touchent l'émotion, mais elles titillent également notre réflexion en même temps. Il y a du symbolisme, des métaphores, différents niveaux de lecture qui se mélangent, s'entremêlent, se juxtaposent en permanence. C'est un véritable spectacle des sens que nous livre Guadagnino. À l'image de son héroïne qui se réapproprie une œuvre pour en faire autre chose, Guadagnino se réapproprie l'art du passé pour en faire autre chose. Et une spéciale dédicace à mon ami Nicolas d'Artopolis pour ce film qu'il a totalement transcendé, que l'on a d'ailleurs vu en même temps, mais pas au même endroit. Le prochain film sera The Searching, Portée disparue. Complètement convaincu par ce film atypique avec de nombreuses thématiques. Il y a cette idée que c'est au moment du drame que l'affaire se met en place, comme si elle venait de commencer, formant des imageries dans la tête des gens qui montent en épingle l'histoire pour que chacun puisse se rendre visible avec des choses qui n'ont plus rien à voir avec elle. Comme si les gens se créaient des fictions autour d'un événement, alors que pour comprendre et résoudre une affaire, on doit s'attarder sur les détails les plus anodins, la routine, les habitudes du quotidien. Le drame est une toile qui se tisse dans les faits et gestes les plus banals, dans l'anodin du quotidien. Ceux qui vont mal, ce n'est pas au moment où le drame arrive que ça se passe, mais tous les jours dans le monde visible où tout semble bien aller. Il y a un fort aspect relié à l'information, la manière dont les gens s'en emparent, mais surtout comment ils sont eux-mêmes influencés par l'information, se forgeant eux-mêmes leur propre avis, mais qui changera selon de nouvelles informations. Comme si chacun s'imposait d'avoir une vérité alors qu'elle fluctue en permanence, un désir de contrôle qu'on ne possède jamais. C'est une histoire prenante et captivante, où malgré le plus grand moyen d'échange et de partage mis à disposition, le manque de communication fait cruellement défaut, mais est aussi la clé de la libération des personnages, et ce sur plusieurs niveaux de lecture. L'ordinateur et Internet devient le lieu de nos distractions, de nos passions, nos frustrations et nos fuites. Mais aussi un jeu entre illusion et faux-semblant où le véritable se dissimule derrière le voile de nos propres perceptions. Comme le cinéma, c'est la fenêtre de l'âme. Pour le prochain film, nous avons 2 films, Hérédité et Ghostland. Hérédité est un long rituel exercé à travers le temps, au sein du cercle familial qui s'auto-gangrène, se dévore et se nourrit des liens du sang. Il y a un côté sombre et malsain associé aux troubles psychiques, où la seule expression, réponse possible à l'infection, se trouve dans la suggestion, de l'horrifique et du fantastique, prolongement des limites de la réalité, auxquelles on n'a aucun pouvoir. Les personnages sont travaillés et fouillés dans leur obscurité, et interrogent la notion du libre arbitre. Chaque acte se renouvelle et change de direction en permanence. C'est à travers l'aléatoire et l'étrange que se tisse une logique qui brise et maintient son emprise sur la fragilité et la sensibilité de marionnettes condamnées à rejouer le cruel destin des drames antiques. Hérédité est un film qui foisonne d'idées, de scènes et d'images marquantes. Il semble lui-même possédé par un héritage dont il cherche à transmettre le message. Pour Ari Aster, rien n'est laissé au hasard, cherchant à faire renaître un cinéma de genre disparu dans le corps de nouvelles productions, de nouvelles générations, auxquelles il serait bien vain de lutter. Et nous avons Ghostland, film auquel j'ai consacré une vidéo assez conséquente, donc je n'en dirai pas trop, mais pour résumer, entre Lovecraft mais aussi Stephen King. Laugier joue habilement entre l'imaginaire, les rêves et la réalité, tout comme la notion du temps, les mélangeant constamment les uns sur les autres, comme différents étages de la conscience humaine. Avec un grand symbolisme pour les personnages principaux, de 3 teintes différentes, confrontés à leur propre traumatisme infantile, leur propre processus de création d'un cadre familial.
Une magnifique incursion dans l'horreur et le cauchemar qui nous happe, qui nous habite, qui nous hante. Des fantômes aussi insaisissables qu'inexplicables et qui pourtant façonnent la vie réelle de chacun des personnages, mais aussi de son auteur. Pour le prochain film, nous revenons à un cinéma japonais, The Third Murder. C'est un film d'Hirokazu Koreeda qui a donc remporté la Palme d'Or avec Une affaire de famille. J'ai été complètement séduit par ce petit film, où les acteurs sont excellents ainsi que la mise en scène. Fait de manière des plus simples et d'un rythme assez lent, c'est pourtant d'une grande efficacité. Chaque détail, chaque dialogue aura une importance et prendra une allure particulière par l'angle et le point de vue de la caméra. Il y a une thématique très intéressante, c'est que dès l'instant où l'on arrête le coupable, entre guillemets, il se passe un peu ce qu'explique Zorg dans le 5e élément, il y a toutes les cellules du système sociétal qui se met en marche et qui vont venir à lui en s'appropriant et en interprétant ce qu'il est, ce qu'il a fait sans même s'intéresser à la personne, qui n'a même pas le temps, ni même le besoin de parler. C'est exactement comme lorsqu'une information est divulguée, que ce soit sur les réseaux sociaux ou à la télévision ou n'importe où, tout le monde s'empare de l'info comme un nouvel os à ronger, pour y mettre son commentaire, l'interpréter selon ce qui arrange ou dérange. Ce qu'il a fait de ces deux personnages principaux est vraiment très fort et brasse tout un tas de thématiques passionnantes. Justice et méprise, droit de vie et de mort, victime et coupable, humanité et subjectivité, à la fois opposés et complémentaires, à la fois dissociés et noués dans une même origine. C'est une longue quête de vérité ou une enquête vers la compréhension, le compromis qui est semblable à un immense kaléidoscope. L'on s'interroge constamment, mais limité par notre propre perception, nos propres croyances, du regard que l'on porte sur les choses. On a affaire à une forme de clown, un joker, littéralement insaisissable. C'est presque rien sur presque tout. Ensuite, nous avons un film de haut style, mais très hostile. Hostile. C'est un film magnifique où se confrontent différentes visions des choses au sein d'un groupe que tout oppose, devenant le microcosme du monde qui traverse les âges par différentes étapes. Passant d'un point de vue à l'autre, interrogeant la notion de frontière, de séparation, de division, aussi bien physique que psychique. Et c'est dans ce voyage lent et contemplatif que les masques tombent, les peurs se dépassent et les regards changent, créant un système de cohabitation, de réconciliation, de guérison et de reconnexion avec l'autre, avec soi. Sans foi ni loi, le film est intense et violent, et le danger rôde en permanence, même quand tout semble calme. Rongé et tourmenté, la dimension humaine est remarquable. Tous les personnages ont leur propre histoire et leur propre traitement, luttant contre une force invisible, fabriquée et manipulée par les chaînes de la vie dont on cherche à se libérer. Les époques changent et avec elles les valeurs et le sens de toute une existence. C'est continuer de croire malgré que tout semble illusoire. Le spectateur devient le témoin d'une fresque sombre et profonde, mais remplie de nuances et de sensibilité, aux décors spectaculaires et aux musiques crépusculaires. Un film vraiment poignant et émouvant. Alors, il ne reste plus que 3 films, et le suivant sera Ready Player One. Et oui, mon cher Juju, à cette position. Alors, j'ai longuement parlé de ce film dans une de mes vidéos, donc je ne reviendrai pas dessus. Mais ce que je peux évoquer, c'est le cinéma par rapport au spectateur. Alors, il est vrai que le film est éblouissant et étourdissant, en balançant des références constantes et à outrance. C'est ce qui lui a été le plus reproché, le plus critiqué. Mais c'est bel et bien par cet aspect-là que se révèle ce qu'est devenu le cinéma, ou plutôt ce qu'est devenu le spectateur. Car son regard n'est plus que basé sur les apparences, passant à côté de ce qui se dissimule derrière, sans percevoir ni même chercher la signification des références, au-delà de leur apparence aléatoire. Certaines sont juste là pour faire joli, on est d'accord, mais se focaliser dessus, c'est vraiment avoir perdu le sens de ce qui a de l'importance. Les gens se plaignent assez souvent que les films soient des remakes ou ne fassent que des références, repompant les films de l'époque, qu'il n'y a donc pas de renouveau. Et pourtant, ces mêmes personnes vont critiquer ces films de ne pas être comme l'original, donc de ne pas faire la même chose. Et oui, justement, ce n'est pas la même chose. Ce qu'on voit souvent également, c'est que toute cette connaissance de références, remake, etc., est donc critiquée. Pourtant, dans le discours de la plupart des critiques, ou même dans le langage courant, quel que soit le film, les gens vont justement parler et argumenter en faisant eux-mêmes des références à d'autres films antérieurs. Ce n'est pas les films qui ne sont que des références, mais les gens eux-mêmes qui ne peuvent pas parler de quelque chose sans y joindre une référence ou une forme de connaissance quelconque. Comme pour Suspiria dont je parlais, si certains ont l'impression que les films sont toujours pareils, c'est aussi peut-être parce qu'eux-mêmes sont toujours pareils.
Ce qui est amusant, c'est qu'on montre souvent dans les films que le passé est une prison dans laquelle les gens s'enferment, et empêche non pas la progression du cinéma, mais leur propre façon de le voir, s'empêchant ainsi de se libérer de leurs attaches quasi religieuses pour la plupart. Alors on va faire une référence, mais c'est la même erreur que ce que les Jedi font avec la Force de ceux qui renient les nouveaux opus. Si on parle constamment du passé, ce n'est pas que c'était mieux avant, c'est que les gens s'y accrochent inlassablement sans percevoir la richesse de ce qu'il y a aujourd'hui. Et que ce passé, cet héritage continue de vivre mais d'une autre façon. Vous-même portez l'héritage d'une époque. C'est comme réfuter notre propre évolution. Alors que quand on se regarde dans la glace, à 10, 20, 30 ou 40 ans, on a bel et bien changé. Pourtant on est la même personne que l'on a toujours été. La pop culture, c'est un langage, une façon d'être, mais n'a pas changé qui l'on était et ce que l'on désire être. L'idéal, ce serait vraiment de pouvoir dissocier l'origine d'une œuvre de ce qu'elle devient, de ce qu'on en fait et de ce qu'elle signifie pour nous. Voilà donc pour ce film assez monumental, brassant des thématiques à la fois universelles et intemporelles. Le prochain est un film d'exception, suivant un homme en deuil qui s'isole, se renferme, emmagasinant toutes ses émotions, mais qui va déployer une véritable force de caractère, volontaire et déterminé à aller encore plus loin pour atteindre l'insurmontable. Vous l'avez peut-être deviné, il s'agit de First Man. À l'image de la science, l'homme progresse par l'échec et repousse sans cesse ses limites. Une belle analogie entre la fragilité de l'homme et les pièces mécaniques d'un système que l'on tend à perfectionner, améliorer. C'est une lutte constante, où pas à pas l'on est mené vers la grandeur. C'est l'élévation de l'esprit, de l'art, à travers les blessures du corps. Une thématique chère à Chazelle que pour avancer, il faut faire des sacrifices, abandonner des parties de soi-même, des morceaux de vie. Tout comme Neil se confrontant à différentes morts, la fusée avance en perdant des parties d'elle, pour être propulsée vers l'avant. Le lancement de la fusée est d'une force évocatrice hallucinante. C'est la puissance nucléaire, le feu qui nous ronge et brûle au plus profond de soi et qui explose. C'est juste fou. Aussi bien par la technologie, le personnage que par le contexte social du film, c'est à travers la souffrance et la mort que l'on progresse, que l'on s'élève. C'est le carburant qui nourrit cette progression, cette ascension vertigineuse vers la lumière, celle qui nous affranchit, nous accomplit, nous guérit. C'est un voyage de passion vers un royaume vide et silencieux, qui ne se vit que par l'émotion, exprimé par des musiques absolument magnifiques. Le film est très immersif, nous plaçant directement au cœur d'une sensibilité contenue et maîtrisée, tout en nous invitant à changer de regard, voire d'une autre manière. Décidément, Damien Chazelle surprend encore une fois, devenant un réalisateur incontournable. Un biopic certes, mais avant tout une histoire, celle d'un homme qui se jette corps et âme dans une aventure qui marquera l'histoire de l'humanité. Et en dernière position, ou plutôt en première, alors peut-être que certains ont deviné, je vous laisse réfléchir, ça se passe en dessous. Ouais, genre Aquaman, qui dit mieux Ouais, vous avez trouvé. Under the Silver Lake. Un film que j'ai adoré et qui prend à revers l'intégralité de tout ce que je viens de dire sur tous les films. Alors le film se passe à Los Angeles, cité des anges, cité des lumières, City of Stars, où l'on y parle du sens caché qui se dissimule en dessous de la surface des choses. Je me suis complètement identifié au personnage principal et à sa quête de sens. Le film met en avant la pop culture dans laquelle on baigne. Tout comme pour Ready Player One, qui pourrait d'ailleurs être une réponse à ce film, l'Oasis étant clairement ce qu'il manque au personnage principal d'Under the Silver Lake, qui lui pourrait dans un autre sens être la face cachée de la réalité du sens proclamé dans le film de Spielberg. Ce film est comme un plateau de cinéma géant, fait de sensations et d'illusions, de références et d'espérances, de machinations et d'hallucinations, d'insatisfaction et de dépression. C'est une fuite vers une réalité alternative qui motive et inspire pour s'éloigner du néant. C'est fantasmé, absurde, décalé, dément, avec de multiples niveaux de lecture qui s'emboîtent les uns sur les autres, non seulement à l'intérieur du film, mais aussi à l'extérieur. Après le visionnage, on est nous-mêmes tentés de mener une enquête, une investigation du film, fait de théories, d'interprétations, voyant des signes et du sens partout, sans même se rendre compte que nous sommes le personnage principal, tombant dans le même piège que lui. Nous sommes avides de mystère, non pas pour le sujet et sa vérité, mais pour la recherche, le mouvement de vie que cela va engendrer en nous, la quête du sens devenant le sens de la quête. Mais il n'y a rien. Tout est un mensonge, un prétexte, un but que l'on s'est créé pour devenir le héros de sa propre histoire.
Tout est fabriqué et orienté pour divertir et nourrir le plaisir. Et la fiction compose l'existence, où chacun devient la victime de ses propres passions, de ses propres obsessions. Il n'y a rien à entendre, rien à comprendre. Il n'y a pas plus de sens que le non-sens lui-même, qui devient alors une forme de logique qui semble faire partie d'un plan. Comme les complots, les extraterrestres, paranoïa et folie, trouvant leur raison d'être, leur sens, les schémas et planifications rassurent, même si le plan est horrible. Le film est vraiment puissant parce qu'il prend en compte l'aspect à la fois positif et négatif des choses. L'intérieur des films comme la réalité du spectateur, où tout ce que l'on pourrait approfondir ne sert qu'à mieux s'engloutir, parlant de la création même de la pensée qui va s'auto-conditionner par sa propre logique. Tout est vain et désespéré. Peut-être l'un des films les plus sombres qui existent, sans échappatoire et sans espoir. C'est un film qui comprend la notion d'explication et de résolution, que la vie est fascination et contemplation, que le cinéma est un art que l'on façonne pour éveiller l'esprit et sublimer les sens de l'individu. Il y a vraiment des scènes hallucinantes. David Robert Mitchell est un réalisateur à suivre qui compose seulement son 3e film. Voilà pour les films. Le cinéma est loin d'être mort. Il y a tellement de choses à voir. Il y a tout autant de façons de l'apprécier, autant que pour divertir que réfléchir. Alors je sais que la plupart ont besoin d'informations, d'images pour susciter leur curiosité ou leur donner envie d'aller au cinéma, mais essayez de ne pas trop en savoir avant de voir un film. Soyez libre des on-dit, anticipations et autres préjugés. Ne restez pas prisonnier de vos attentes, de ce que vous espériez voir, de ce que vous vouliez voir. Regardez plutôt ce qui est. Un film, c'est un nouveau monde à chaque fois, une communication avec soi et avec les autres. C'est un magnifique lieu d'échange et de partage et sert avant tout à réunir les gens dans une même passion. Le cinéma, c'est aussi une expérience émotionnelle. Alors laissez-vous emporter dans l'aventure et imprégnez-vous de ce qu'il évoque en vous et pour vous. Ne conservez que l'essentiel et rapportez cette richesse dans le quotidien, pour l'embellir et transformer le regard que vous portez sur la vie. Le cinéma véhicule tellement de choses qui vont bien au-delà des préoccupations d'actualité ou des sujets apparents. Ça nous transporte à travers toutes les formes d'expression possibles. C'est l'art qui mélange tous les arts dans un immense tourbillon d'illusions. Cela peut passer pour de la fiction, mais comme on dit, l'illusion est un mensonge qui montre la vérité. Continuez à voir des films, quant à moi je vous dis à bientôt et que la magie soit avec vous.